Bien, bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde responsabilité de vous parler maintenant de la masse manquante ou de la matière noire dans les amas de galaxies. Les amas de galaxies, en fait, ce sont des structures qui comprennent bien sûr des galaxies, c'est comme ça qu'on les a découvertes, mais aussi du gaz. Alors du gaz, c'est plus du tout le même gaz que celui dont Françoise vous a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du gaz. Bien sûr, c'est toujours de l'hydrogène majoritairement, puisque l'hydrogène est le constituant principal de l'univers, mais c'est du gaz très très chaud. Et c'est quand on dit très chaud, ce n'est pas 10 000, 15 000 degrés, c'est du gaz à 1 million, entre 1 million et 10 millions de degrés, donc c'est du gaz très très chaud. Et puis bien sûr de la matière noire, que vous verrez aussi appeler matière sombre. Et donc j'ai mis deux photos ici de deux chercheurs qui ont joué un rôle important dans la recherche et l'étude des amas de galaxies. Ce sont d'abord Zwicky et puis Abel. Zwicky est le premier en 1937 à avoir émis l'hypothèse qu'il y avait de la matière noire dans les amas de galaxies, c'est donc quelqu'un d'important. Et puis Abel a le premier constitué le premier grand catalogue d'amas de galaxies avec plusieurs milliers d'amas de galaxies qu'il a découvert en fait en recherchant des surdensités de galaxies sur des plaques photographiques prises au Mont Palomar, donc avec une loupe binoculaire. Il a fait ça pendant des mois, des années, et il a constitué le premier catalogue de quelques milliers d'amas de galaxies qu'on appelle maintenant des amas proches, donc il s'appelle Abel et puis un numéro. Bien sûr, les amas plus lointains qu'on découvre maintenant ont des noms beaucoup plus barbares, mais on continue à étudier les amas d'Abel parce que ce sont des amas intéressants. Et donc, finalement, la première raison pour laquelle on s'est intéressé aux amas de galaxies, c'est que ce sont les plus grandes structures de l'univers qui sont liées par la gravité. Alors après, il y a encore les superamas qui sont des ensembles de quelques amas, mais où la cohésion dynamique est quand même beaucoup moins nette que dans les amas. Donc les dimensions des amas, c'est de l'ordre de quelques mégaparsecs. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé de parsecs, de kiloparsecs. Le mégaparsec, c'est 1 million de parsecs et c'est à peu près, donc vous voyez, 3 10 puissance 22 années-lumière. Et la masse totale des amas, c'est-à-dire, quand on parle de masse totale, on parle de la masse des étoiles plus la masse du gaz chaud plus la masse de la matière noire. Et donc, la masse totale des amas, elle est de quelques 10 puissance 14 à 10 puissance 15, voire 2 10 puissance 15 fois la masse du Soleil. La masse du Soleil, c'est notre unité, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc les amas sont à l'intersection en fait de filaments de matière à grande échelle dans l'univers. Voilà une petite simulation due à Stéphane Colombi qui vous montre en fonction du temps la formation des structures dans l'univers. Donc ici c'est une simulation purement matière noire, donc avec des particules de matière noire. Et vous voyez qu'avec le temps, ces particules vont s'agglutiner pour donner des filaments, des feuillets, et à l'intersection des filaments, on trouve les amas. Donc finalement, les amas de galaxies sont à l'intersection des filaments cosmiques. Et si on considère l'époque de formation des amas, bien vous voyez ici le résultat d'une grande simulation qui s'appelle la simulation Millennium, et où vous voyez pour 4 décalages spectraux, alors je m'excuse, je vais dire redshift parce que ça va plus vite, mais donc à 4 redshifts différents, vous voyez à Z, donc Z c'est le redshift, bien sûr, Z comme redshift, donc à Z égale 18.3, donc à une époque où l'âge de l'univers n'était que de 0,21 milliards d'années. Vous voyez le résultat de la simulation, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas très bien l'amas. Ensuite, vous avez à Z égale 5,7, on commence à voir un peu quelque chose. À Z égale 1,4, on voit très bien cette fois-ci qu'à l'intersection des filaments, il y a une surdensité qui peut être un amas. Et à Z égale 0, voilà ce que ça donne. Donc, on a vraiment un amas. Donc les amas, en gros, on pense qu'ils se sont formés entre Z égale 1 et Z égale 2, formés, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir vraiment une structure et une cohésion dynamique. Alors, on s'intéresse aux amas et on essaye en ce moment, depuis, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, on essaye de les détecter en très grand nombre. Pourquoi ?
D'abord, si on veut faire des analyses statistiques, bien sûr, il faut avoir des très grands nombres d'objets, donc c'est une raison. Ensuite, on cherche à découvrir des amas de plus en plus lointains, bien sûr, là aussi, puisque il y a une dizaine d'années, on ne connaissait quasiment aucun amas à Z supérieur à 1. Je me souviens d'un colloque où je suis allée en 2009 sur les amas lointains, on en connaissait à tout casser entre 10 et 15 amas autour de Z égale 1. Et maintenant, on en connaît des centaines et on a même des milliers de candidats amas possibles qui doivent ensuite être confirmés en spectroscopie, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas toujours facile. Mais disons qu'il y a eu un progrès énorme dans ce domaine-là. Et puis, une des autres raisons aussi de rechercher des amas en très grand nombre, c'est d'obtenir des contraintes sur l'abondance de matière noire dans l'univers, pas seulement dans les amas, mais dans l'univers, et d'obtenir des contraintes sur les paramètres cosmologiques, en comptant les amas en fonction du redshift. Donc ça aussi, c'est une raison pour rechercher des amas en grand nombre. Alors un amas, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez sur l'image de gauche, dans les trois images, vous avez l'amas Coma, parce que c'est un amas très riche et relativement proche, donc il est très très étudié. L'amas Coma, vous voyez, en optique, on voit évidemment des tas de galaxies, puisque ce sont les galaxies qu'on voit en optique. On voit ici deux très grosses galaxies, qui sont des galaxies elliptiques géantes. La plupart des amas n'ont qu'une galaxie elliptique géante, mais celui-là en a deux. Ici, vous avez une grosse étoile, bien sûr, qui est une étoile de la Voie lactée, qui nous dérange beaucoup quand on fait de l'imagerie, parce qu'elle sature les CCD d'une façon épouvantable, mais bon, elle est là, on ne peut pas faire autrement. Et puis, vous avez ensuite les deux images de droite qui sont des images prises en rayons X. Alors, ça saute de temps en temps, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Le satellite Chandra, on fera un petit bilan des satellites actuellement en vol, mais le satellite Chandra a un petit champ, mais une très bonne résolution spatiale. Et vous voyez donc sur l'image du satellite Chandra deux points ici très lumineux. Ces points très lumineux correspondent aux deux galaxies elliptiques géantes. Parce qu'en fait, les galaxies elliptiques géantes sont souvent entourées d'un halo de gaz très chaud qui émet en rayons X. Donc, on les détecte ici dans l'image Chandra. Et puis ici, vous avez une mosaïque d'images du satellite XMM Newton. Donc, XMM Newton, vous voyez, ça, c'est typiquement un champ XMM. Ce sont des champs circulaires de 30 minutes de diamètre. Et donc, c'est une mosaïque de champs, vous voyez, donc à beaucoup plus grande échelle, c'est-à-dire que toute l'image optique ici est contenue dans ce petit carré blanc. Et vous voyez que, évidemment, un amas en rayons X ne ressemble pas du tout à un amas en lumière visible, simplement parce que ce qu'on détecte en rayons X, c'est le gaz très chaud qui émet donc, et qui est à plusieurs millions de degrés. Alors, voici une petite simulation de formation d'un amas qui ressemblerait à Coma. Donc là aussi, vous avez une simulation. Tout en haut à droite, vous voyez le Z, le redshift qui défile et qui décroît, bien sûr. On va arriver à l'époque actuelle, c'est-à-dire Z égale 0. Et vous voyez toutes ces structures qui se forment, qui sont en fait des petites galaxies, des proto-galaxies, qui vont fusionner un peu dans tous les sens pour former des galaxies plus grosses, pour former des galaxies encore plus grosses, jusqu'à ce que finalement, arrivé à Z égale 0, on ait deux très grosses galaxies au centre, ce qui ressemble beaucoup à l'amas Coma. Et puis, bon, là, vous avez simplement un zoom vers la région centrale, et puis tout un tas, je dirais plusieurs milliers, dans le cas de Coma, plusieurs milliers de galaxies d'un peu toutes les tailles, donc il y a effectivement pas mal de naines, mais il y a aussi des galaxies de taille intermédiaire. Alors, en lumière visible, on va pouvoir utiliser plusieurs méthodes pour estimer la masse des amas. Tout d'abord, on va estimer la masse des étoiles, c'est-à-dire des étoiles contenues dans les galaxies. Et puis, on va mesurer ensuite, d'une autre manière, la masse totale de l'amas. Alors, pour mesurer la masse stellaire, donc la masse sous forme d'étoile, on va utiliser plusieurs techniques. La première technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les redshifts photométriques et la distribution spectrale d'énergie des galaxies. Alors, les distributions spectrales d'énergie, voilà à quoi elles peuvent ressembler. Ici, vous avez
des galaxies de plusieurs types. Donc vous avez les petites images, ça vous rappellera des choses là. Et puis vous avez les spectres des galaxies. Donc ici, ce sont des spectres dans le domaine en gros visible et très proche infrarouge. Pour une elliptique en haut, ensuite pour une SCD, pour une SBC, je devrais aller comme ça, une SCD, une irrégulière et une grand S, grand B, ce n'est pas une spirale barrée, c'est une galaxie à flambée de formation d'étoiles, starburst en anglais. Et donc, cette librairie de spectres modèles, bien sûr, là je vous en ai montré 5, mais il y en a en fait beaucoup d'autres, va être utilisée pour ajuster le mieux possible ce qu'on appelle la distribution spectrale d'énergie obtenue à partir d'imagerie dans différentes bandes. Donc pour ça, on va obtenir, en fait, on va mesurer les flux lumineux ou les magnitudes, comme on veut. Ici, vous avez une quantité d'énergie, puisque c'est lambda fois luminosité. Donc c'est une luminosité, disons, un log de luminosité. Et donc les points rouges, ce sont les points d'observation dans les différents filtres dont vous disposez. Alors, plus on a de filtres, évidemment, mieux c'est. Et donc on va ajuster par un ensemble de spectres, on va ajuster un ensemble de spectres, bien sûr, parce qu'une galaxie est rarement identifiable à un seul type parfait. Et donc, on va pouvoir identifier la distribution, ajuster la distribution spectrale d'énergie à un spectre d'un certain type de galaxie, et ça va aussi nous donner son décalage spectral. Donc, ici, vous avez deux exemples de deux galaxies différentes, avec en noir le meilleur ajustement possible, et en bleu, vous avez ce que serait le spectre s'il n'y avait pas de poussière, c'est-à-dire que vous voyez la galaxie du haut, il y a très peu de poussière, la correction est très petite, alors que dans la galaxie du bas, la quantité de poussière est beaucoup plus grande, et vous voyez, le spectre est très différent serait très différent s'il n'y avait pas de poussière. Donc, à partir de la distribution spectrale d'énergie, on va pouvoir l'ajuster et ensuite, par intégration, puisqu'on a une luminosité en fonction de la longueur d'onde, on va par intégration obtenir la masse stellaire, donc la masse qui est sous forme d'étoiles dans les galaxies de l'amas, puisque nous, ce qui nous intéresse dans l'heure présente, c'est la masse des amas. Donc, on va avoir la somme des masses stellaires de chaque galaxie. Ça, c'est juste pour vous montrer que la distribution spectrale des galaxies peut être très différente d'une galaxie à une autre. Vous voyez ici, en bas, vous avez en vert une galaxie elliptique. En violet, ici, vous avez une spirale, enfin une galaxie à disque. Et puis là, en rouge, vous avez une galaxie dite starburst, donc à flambée de formation d'étoiles. Et tout en haut, vous avez une galaxie de type ULIRG, alors c'est un nom encore plus barbare, c'est Ultra Luminous Infrared Galaxy, donc une galaxie extrêmement lumineuse en infrarouge. Et donc ici, vous voyez, ça couvre de l'ultraviolet, ici tout en bas à gauche, vous avez l'ultraviolet, et à droite, vous avez l'infrarouge très lointain et même le domaine millimétrique, les longueurs d'onde millimétriques. Et vous voyez que la distribution spectrale d'énergie varie beaucoup quand on va d'un type de galaxie à un autre. Donc il est important d'avoir le plus d'informations possible, et en particulier, vous voyez, toutes ces petites croix noires correspondent à des bandes différentes, donc à des filtres différents. Et évidemment, plus on a d'observations dans des filtres différents, et meilleur sera l'ajustement, et meilleur sera aussi le redshift photométrique, donc qu'on va déduire. Donc, à partir d'imagerie, dans plusieurs bandes, on peut déduire la distance de millions de galaxies dans un champ donné. Alors évidemment, c'est moins précis que de faire de la spectroscopie, mais pour faire de la spectroscopie de millions de galaxies dans un champ donné, il faut beaucoup plus de temps d'observation, qui est toujours précieux, que pour faire des images. Donc c'est une sorte les redshifts photométriques sont une sorte de redshift du pauvre. Quand on parle de redshift, en général, on parle de redshift spectroscopique parce que ça donne des valeurs très précises. Mais en fait, on a maintenant, depuis une quinzaine d'années, cette technique qui marche quand même assez bien pour beaucoup de choses. Après, on a quand même besoin de spectroscopie. Alors,
je vous ai parlé de l'ajustement de la distribution spectrale d'énergie pour déduire la masse stellaire. On peut aussi utiliser les fonctions de luminosité. Donc ça me donne l'occasion de parler d'un relevé sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. C'est un relevé qui s'appelle DAFT-FADA. En anglais, c'était DAFT pour Dark Energy American French Team. Et puis en français, ils ont inversé les lettres et ça faisait FADA parce que le chercheur principal est à Marseille. Et donc, le but, c'est d'observer 90 amas dans un intervalle de redshift, je dirais, moyen maintenant. À l'époque du début du relevé, c'était encore des redshifts relativement importants. Donc, entre 0,4 et 0,9. On a choisi des amas massifs, c'est-à-dire avec des masses supérieures à 2 fois 10 puissance 14 masses solaires. Et on a choisi des amas qui avaient déjà des images prises avec le télescope spatial Hubble disponibles, de façon à avoir déjà une bonne base de départ. Et puis on a obtenu tout ce qu'on a pu comme imagerie profonde dans 5 filtres optiques plus un filtre infrarouge. On a obtenu aussi de la spectroscopie, donc un minimum de 15 redshifts spectroscopiques par amas, parce que pour calculer des redshifts photométriques, c'est bien d'avoir aussi quelques redshifts spectroscopiques, parce que ça permet de bien calibrer les redshifts photométriques. Et puis, pour la moitié des amas, on a à peu près, voilà, ça saute tout seul, il doit trouver que je ne parle pas assez vite. On a donc aussi, pour la moitié, des données en rayons X. Alors, ces données, on en a acquis un certain nombre, avec environ 70 nuits de temps de télescope. Et puis, on a aussi fouillé dans les archives, puisque dans les archives des télescopes, maintenant, les données sont accessibles au bout d'un an, et on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, ça nous a été aussi très précieux, parce que sinon, ça aurait été vraiment difficile d'arriver à terminer le relevé. Alors, les buts de ce relevé étaient il y avait 2 buts, disons. Le premier, c'était d'obtenir des contraintes sur l'énergie noire. Je passe là-dessus parce que je ne vais pas en parler. Le deuxième but, c'était d'étudier un grand échantillon homogène d'amas massifs et relativement lointain. Et donc, en étudiant en particulier, d'abord en partant des redshifts photométriques, donc de calculer les redshifts photométriques une fois qu'on disposait de 5 ou 6 bandes, calculer les fonctions de luminosité, on va y arriver, et puis aussi obtenir des cartes de distribution de masse par effet de lentille faible et, dans certains cas, par effet de lentille fort. Donc je vais détailler un petit peu ces points. D'abord, les fonctions de luminosité des galaxies, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement le nombre de galaxies en fonction de la magnitude. Donc, bien sûr, vous avez un certain nombre de galaxies ici. Plus la magnitude, donc ici, la magnitude augmente, c'est-à-dire que la luminosité diminue, donc on va vers des galaxies de plus en plus faibles. Donc, on en a de plus en plus. On a quelques galaxies très brillantes et on a beaucoup de galaxies faibles. Alors, au départ, il y avait 2 articles qui se contredisaient, c'est-à-dire que dans le travail de Rudnick, qui a étudié des amas exactement dans le même domaine de décalage spectral que nous, c'est-à-dire entre 0,4 et 0,8, eh bien, il voyait que pour les amas proches, donc ce qui correspond aux cercles bleus qui sont pris dans le relevé Sloan, Sloan Digital Sky Survey, donc des amas proches. Vous voyez, la pente de la fonction de luminosité restait à peu près constante pour les galaxies faibles. Pour les amas entre 0,4 et 0,6, on avait une légère décroissance. Et pour les amas entre 0,6 et 0,8 de décalage spectral, donc les plus lointains, on avait une forte décroissance. Et pendant ce temps-là, enfin juste après, Despropris et al., dans un article qui semblait aussi tout à fait propre, tout à fait inattaquable, lui, il trouvait que pour un ensemble d'amas dont le décalage spectral moyen était de 0,55, eh bien, il trouvait une courbe de luminosité qui restait parfaitement plate. Alors, on a regardé, c'est Nicolas Martinet, qui va bientôt passer sa thèse, qui travaille avec moi. Il a travaillé sur les fonctions de luminosité pour 25 des amas DAFT-FADA et il a utilisé
le catalogue Cosmos, qui est un autre grand relevé, pour simuler, enfin pour tenir en compte la présence de galaxies de champ, puisque bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est la fonction de luminosité des galaxies de l'amas. Ça veut dire qu'il faut s'affranchir des galaxies d'avant-plan et des galaxies d'arrière-plan. Donc pour ça, on a besoin de catalogues de galaxies de champ. Donc les galaxies de champ, ce sont les galaxies qui ne sont pas dans des amas. Et donc il a calculé des fonctions de luminosité dans 4 bandes au repos, c'est-à-dire corrigées du décalage spectral de l'amas, en estimant très précisément la limite de complétude, ce que les gens ne font pas toujours, et du coup on ne sait pas toujours très bien ce qu'on raconte. Et donc, en sommant un certain nombre de fonctions de luminosité d'amas pour améliorer le signal, eh bien, voilà ce qu'il trouve. Donc, d'une part, il a étudié les variations avec le redshift et d'autre part, les variations entre galaxies rouges et galaxies bleues des amas. Alors, pour les galaxies bleues, ça n'avait jamais vraiment été fait parce qu'il y a très peu de galaxies bleues dans les amas. Il y a essentiellement des elliptiques qui sont rouges. Et donc, pour arriver à avoir des fonctions de luminosité des galaxies bleues à ces redshifts-là, c'était compliqué. Voilà, donc vous voyez ici qu'il y a une différence. Donc, on va ajuster traditionnellement le nombre de galaxies de magnitude absolue grand M par une fonction un peu barbare qui s'appelle une fonction de Schechter. Nous, ce qui va nous intéresser ici surtout, c'est ce paramètre ici, ce paramètre alpha. Et donc, vous voyez que le paramètre alpha, pour les galaxies rouges, il a tendance à décroître un peu vers les galaxies faibles. Il vaut moins 0,79, alors que pour les galaxies bleues, il continue à croître. Et maintenant, en fonction du décalage spectral, eh bien, vous voyez que pour des amas à redshift moyen 0,5, donc entre 0,4 et 0,65, eh bien, on trouve que le paramètre alpha ici, il est de moins 0,66, donc on a une très faible décroissance. Et par contre, pour les amas lointains, donc pour redshift entre 0,65 et 0,9, donc les plus lointains de notre échantillon, on a clairement quelque chose qui redescend. Sauf que c'est un tout petit peu inconfortable parce que, en fait, c'est ce point-là qui montre que la fonction de luminosité descend. Si on ne prenait pas en compte ce point-là, on aurait quelque chose de plat. Alors, c'est pour ça que c'est très important de déterminer jusqu'où notre échantillon est complet, disons à 90%, pour savoir jusqu'où on peut vraiment faire confiance aux points. C'est-à-dire qu'on a encore des points plus loin, mais on ne les prend pas en compte parce que on préfère s'arrêter là où on a suffisamment de signal. Donc finalement, la masse stellaire des amas, on va pouvoir la calculer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ajustant la distribution spectrale d'énergie. Et on va aussi pouvoir l'obtenir en intégrant les fonctions de luminosité, puisque une fonction de luminosité, c'est simplement le nombre de galaxies d'une magnitude donnée. Donc si on intègre sur toutes les magnitudes possibles, on va là aussi avoir la masse stellaire de l'amas. Et ça va nous donner quelque chose entre 10 puissance 12 et 10 puissance 13 masses solaires, comme ordre de grandeur, disons. Alors maintenant, il y a une méthode assez élégante pour déterminer la masse totale des amas, donc cette fois-ci non plus la masse stellaire, mais la masse totale, c'est d'utiliser la dispersion de vitesse des galaxies dans les amas. Donc tout à l'heure, vous avez entendu parler de la dispersion de vitesse des étoiles dans une galaxie. Maintenant, je suis à l'échelle au-dessus, je vous parle de la dispersion de vitesse des galaxies dans les amas. C'est-à-dire que, en fait, si cette fois-ci on utilise de la spectroscopie, il existe quand même des amas pour lesquels on a plusieurs centaines de redshifts mesurés. Les galaxies d'un amas de galaxies, appartenant à un amas de galaxies, ont toutes à peu près le même redshift, mais pas tout à fait. Et justement, c'est ce qui fait qu'il y a une dispersion de vitesse, c'est-à-dire que les galaxies, en fait, se déplacent les unes par rapport aux autres. Et donc, si on trace l'histogramme, cette fois-ci, du nombre de galaxies en fonction de leur vitesse, donc ici, c'est ramené à 0, donc on a soustrait la vitesse moyenne de l'amas, et vous voyez que ça va quand même de moins 3000 et quelques jusque vers 3000, moins 3000 jusqu'à 3000, donc vous voyez, vous avez 6000.
Et si vous mesurez maintenant, si vous ajustez ça par une gaussienne, parce que vous supposez que tout ça est à l'équilibre, on va voir des tas d'exemples où ce n'est pas vrai, mais en attendant, c'est une première approximation. Vous pouvez mesurer ici la largeur à mi-hauteur de la gaussienne, et ça va vous donner donc la dispersion de vitesse. Et c'est là qu'on retrouve M. Zwicky. M. Zwicky a appliqué donc ce qu'on appelle le théorème du viriel, c'est-à-dire que dans un système en équilibre dynamique, la somme de 2 fois l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est nulle. Et donc un petit calcul simple, si vous calculez l'énergie cinétique comme étant 1/2 de m masse totale de l'amas, cette fois-ci c'est toute la masse de l'amas qui intervient dans les propriétés dynamiques, fois la dispersion de vitesse des galaxies dans l'amas, donc le fameux sigma v qu'on a déduit de l'histogramme, et l'énergie potentielle comme étant simplement moins gm2 sur 2r. Pour l'instant, je parle uniquement de gravitation newtonienne. Eh bien, on peut arriver à calculer la masse totale de l'amas. Donc, en pratique, ce qu'on va avoir, c'est la masse totale de l'amas. On va avoir un ordre de grandeur. Et Zwicky, le premier, en 1937, donc ça fait quand même déjà assez longtemps, a trouvé que cette masse totale, donc il a appelé masse dynamique, masse totale ou masse dynamique, ça va être la même chose, je vais utiliser tantôt l'un, tantôt l'autre. Et cette masse dynamique, elle est entre 10 et 100 fois la masse stellaire, donc la masse sous forme d'étoile. Donc le premier, il a dit qu'il y avait de la matière noire, c'est-à-dire de la matière qu'on ne voyait pas, mais qui intervenait dans les propriétés gravitationnelles de l'amas. Alors il y a une autre méthode que nous aimons bien dans notre équipe pour estimer la masse totale des amas, c'est la méthode qui s'appelle Serna et Gerbal. Ils ont développé cette méthode en 1996. En fait, il suffit, entre guillemets, d'avoir un catalogue de galaxies dans une région donnée, avec des magnitudes mesurées, des positions bien sûr, et puis des redshifts spectroscopiques. Et cette méthode va calculer l'énergie potentielle des galaxies prises 2 par 2 et va permettre de tracer ce qu'ils ont appelé un dendrogramme. Je ne sais pas si c'est un terme mathématique consacré, moi je ne l'ai jamais utilisé que pour ce genre de diagramme. Et vous voyez que ici, donc, vous avez l'énergie potentielle qui est tracée verticalement, et horizontalement, vous avez en fait un trait qui correspond à chacune des galaxies du catalogue de départ. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, vous avez quelques galaxies ici qui semblent former une structure séparée. Vous avez une deuxième grande structure ici avec 2 groupes qui sont plus fortement liés. Alors plus c'est bas, plus l'énergie potentielle est basse et plus la liaison est forte. Et puis ici, vous avez une autre structure. Donc c'est une manière très puissante de séparer les structures à l'intérieur d'un amas si on possède des redshifts spectroscopiques, et en particulier, c'est une manière de détecter les sous-structures, et on va voir que les sous-structures, c'est vraiment un gros problème pour arriver à déterminer la masse des amas. Donc, si on suppose, puisqu'on calcule l'énergie de liaison entre les paires et tout ça, le programme va nous donner la masse totale de l'amas, à condition de supposer une valeur pour ce rapport M sur L. Or, M sur L, Françoise vous en a parlé, elle vous a montré que c'était le rapport masse sur luminosité, qu'il était de l'ordre de quelques unités pour les étoiles, que ça pouvait monter jusqu'à 10 puissance 4 pour certaines galaxies. Donc voilà, ça c'est un des problèmes, c'est que dans la méthode de Serna et Gerbal, on va choisir une valeur de M sur L, mais finalement, on va prendre un M sur L moyen pour toutes les galaxies, et on sait bien que c'est faux. Bon, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc en fait, la masse de l'amas elle-même n'est pas bien mesurée. Par contre, oui, alors il y a le rapport M sur L et puis il y a aussi l'incomplétude de l'échantillon de redshift qui fait que si on n'a pas des centaines de redshift, on rate des galaxies et donc on rate de la masse et on peut faire des choses fausses. Et puis, mais par contre, les rapports de masse entre les différentes structures, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une très bonne valeur, voyez, par exemple, pour cette grande structure-là,
ni pour celle-là, mais on va avoir une valeur très précise, je dirais très précise à 10-20% près, du rapport de masse entre ces deux structures. Donc ça va déjà nous donner une idée de l'importance des sous-structures dans les amas, puisque c'est quelque chose d'important ensuite quand on veut déterminer les masses totales. Alors ensuite, il y a d'autres méthodes, bien sûr, pour mesurer les masses des amas. Il y a d'abord l'effet de lentille gravitationnelle, dont Françoise vous a parlé rapidement, donc je vais revenir un petit peu dessus. C'est dû au fait que lorsqu'on a une très forte concentration de masse, eh bien l'espace est déformé autour de cette concentration de masse, ce qui fait que si on a un observateur ici, et non, il est plutôt ici d'ailleurs, mais enfin son œil est bizarrement dessiné, l'observateur est là, et la galaxie qu'il observe est là, et en fait, elle lui semble venir d'ici, c'est-à-dire que les rayons lumineux vont être courbés par cette forte concentration de masse qu'est un amas de galaxies. Je vous rappelle, un amas de galaxies, c'est 10 puissance 15 masses solaires, et une masse solaire, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc vous avez 10 puissance 45 kg, et quand un rayon lumineux passe au voisinage de cet amas, ou même traverse cet amas, eh bien, il va y avoir des effets sur la lumière qui va nous parvenir. Donc, on va parler d'effet gravitationnel fort lorsque l'observateur est ici, l'amas est ici, et la source est ici, donc quand les trois sont quasiment parfaitement alignés. Maintenant, s'il y a un petit angle, alors ici les angles sont grossis d'une façon énorme, mais s'il y a un petit angle entre l'observateur, l'amas et la source, eh bien, au lieu de voir des arcs, ce qui correspond à l'effet fort, on va voir ce qu'on appelle en bon français des arclettes, donc des petits arcs. Et puis, si l'angle est encore plus grand, on va se trouver dans l'effet de lentille, dans le régime de lentille gravitationnelle faible, c'est-à-dire que cette fois-ci, les images des galaxies d'arrière-plan vont être déformées, simplement. Alors, si on prend une seule galaxie, on ne verra rien du tout, mais statistiquement, si on a des milliers de galaxies, on va pouvoir commencer à étudier une déformation statistique par l'amas. Donc, voilà un exemple d'amas bien joli avec beaucoup d'arcs gravitationnels. Donc, cet amas-là présente des signes d'effet de lentille gravitationnelle fort. Après, il faut arriver à identifier quels arcs correspondent à une galaxie donnée. Bon, ici, vous voyez que vous avez un système d'arcs ici qui correspond peut-être à la même galaxie. Puis après, vous avez d'autres arcs ici. Parce que bien sûr, ce serait trop simple s'il y avait une seule galaxie d'arrière-plan. Mais en général, il y a plusieurs galaxies qui sont, entre guillemets, lentillées. Ce n'est pas français, mais on n'a pas trouvé de mot absolument équivalent. Donc là, vous voyez, l'amas n'est pas loin. Il est à z égale 0,17. Et les galaxies d'arrière-plan peuvent être, elles, beaucoup plus loin. Donc, à partir de l'effet de lentille fort, en fait, ce qu'on va faire, c'est ajuster, mais je passe un peu vite sur l'effet de lentille parce que vous aurez un séminaire là-dessus. On va ajuster le profil de masse qui permet de retrouver les images des sources d'arrière-plan, donc qui sont détectées sur l'image sous forme d'arc. Et puis, on va intégrer ce profil de masse pour obtenir la masse totale. Alors, on va obtenir la masse totale dans un certain rayon, en fait, qu'on appelle le rayon d'Einstein, qui est relativement petit. Donc, on n'aura pas forcément la masse totale de tout l'amas, on aura la masse totale dans la partie où on voit les arcs. Mais ça donne déjà une estimation. Ensuite, une deuxième méthode, c'est d'utiliser l'effet de lentille faible. Donc, voilà un exemple d'un amas qui est tiré de notre relevé d'Aftfada. C'est un amas, oh là là, il s'emballe. C'est un amas à redshift 0,55 donc, et pour lequel vous avez les contours verts ici qui représentent les contours d'égale densité de matière, donc de masse totale. Et donc la méthode ici, ça va être d'étudier de façon statistique la déformation des galaxies d'arrière-plan due au potentiel gravitationnel de la lentille. On va mesurer statistiquement cette déformation, et puis, en supposant que l'ellipticité moyenne est nulle, on va ajuster un potentiel gravitationnel qui est, alors ça peut être
un potentiel du type Navarro-Franke-White qui est un des plus utilisés, mais maintenant il y en a d'autres qui sont utilisés aussi. Et donc ça va nous donner un profil de masse. Et là aussi, par intégration de ce profil, on va avoir une estimation de la masse totale de l'amas, et cette fois-ci de la masse totale de l'amas en allant loin jusqu'aux contours les plus lointains, qui soient quand même significatifs, bien sûr. Donc voilà un exemple. Maintenant, je vais vous parler de la masse des amas obtenus à partir des observations en rayons X. Alors en rayons X, c'est un peu plus compliqué puisque les rayons X ne traversent pas l'atmosphère terrestre, donc on est obligé d'observer par satellite. Actuellement, nous avons beaucoup de chance parce que depuis 15 ans maintenant, nous avons 3 satellites qui volent, Chandra, XMM Newton et Suzaku. Ils ne vont pas exister indéfiniment, donc un jour ils ne fonctionneront plus et on sera très ennuyé. Ces 3 satellites sont extrêmement complémentaires, c'est-à-dire que Chandra a une très bonne résolution spatiale, mais un champ petit et une sensibilité moyenne. XMM Newton a un champ beaucoup plus grand, une sensibilité beaucoup plus grande, mais une résolution spatiale moyenne. Et Suzaku a une très très bonne résolution en énergie cette fois, donc on fait des spectres magnifiques. Par contre, on n'a quasiment pas de résolution spatiale. Donc on va prendre le spectre entier d'un amas et on ne va pas pouvoir faire des cartes de température comme on peut faire par exemple avec XMM Newton. Alors heureusement, il y a des projets. Il y a eROSITA en français, mais eROSITA et ASTRO-H qui devraient être lancés en 2016. ASTRO-H va être lancé par le Japon. Le Japon appelle toujours ses satellites Astro et puis une lettre, et on les baptise au moment du lancement. Donc Suzaku, c'était Astro, je ne sais plus quoi, F ou G ou E, et puis c'est E peut-être, et c'est devenu Suzaku. Donc on leur donne des noms de divinités assez jolis. Et puis il y a le projet européen Athéna en 2028, donc ce n'est pas pour tout de suite. Et jusqu'à il y a environ un an, on n'était pas sûr qu'il y ait de projets européens acceptés dans un avenir relativement proche, ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, on hésitait en particulier à former des doctorants sur l'astrophysique des rayons X, parce qu'on n'était pas du tout sûr qu'une fois que Chandra, XMM et Suzaku ne fonctionneraient plus, ils auraient de quoi travailler. Des données pour travailler. Alors bon, on peut toujours se reconvertir bien sûr, et puis on ne fait rarement uniquement des X ou uniquement de l'optique, mais enfin c'était quand même un petit frein. Donc voilà, maintenant Athéna est accepté, on est très content. Donc en rayons X, vous avez vu COMA tout à l'heure. Voilà 2 autres exemples d'amas. Donc vous voyez ici, vous en avez un qui est relativement lisse et homogène, mais avec quand même ici une limite très nette et ici une limite beaucoup plus floue. Mais ça, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais c'est tout un chapitre de la physique des amas. Et puis voilà un autre exemple, l'amas du Centaure, qui est un amas au contraire alors très compliqué. Donc ici, c'est la région centrale, avec au centre des galaxies à noyau actif, dont le rayonnement va en quelque sorte souffler le gaz. Donc c'est pour ça qu'il y a des bulles ici où il n'y a pas de gaz. Et donc les spectres des amas en rayons X nous révèlent qu'en fait ce rayonnement est dû à un gaz très chaud, donc des millions de degrés, et très peu dense. C'est un peu comme la couronne solaire en fait, avec environ 10 puissance 8 particules par mètre cube. Et si vous vous amusez à calculer combien il y a de particules par mètre cube dans l'atmosphère terrestre au niveau de la mer, vous trouverez 10 puissance 25. Donc vous voyez, c'est 10 puissance 17 fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Donc c'est quand même un milieu très très peu dense. Et ce qui est très intéressant dans les spectres en rayons X, c'est cette raie du fer, donc qui est ici au repos, elle est à 6,7 keV. Donc on parle en général, les spectres ils sont tracés non plus en fonction de la longueur d'onde, mais en fonction de l'énergie. Et donc cette raie, elle est très utile parce qu'elle va permettre de mesurer ce qu'on appelle la métallicité, c'est-à-dire en fait l'abondance en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Nous, on appelle métaux tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. Et donc on va pouvoir tracer des cartes de métallicité grâce à cette raie du fer.
Alors, les amas apparaissent comme des sources donc diffuses, étendues. Le gaz, à ces températures-là et à ces densités-là, le gaz est fortement ionisé, c'est-à-dire que l'hydrogène, évidemment, c'est complètement un plasma, donc vous n'avez que des protons, des électrons, et le fer est sous forme de fer 25 et de fer 26, donc vous voyez, on a arraché pratiquement tous les électrons au fer. Alors, lorsque les électrons du gaz passent près des protons, puisque c'est quand même majoritairement des électrons et des protons, eh bien, lorsque les électrons passent près des protons, ils vont être freinés et ils vont émettre des photons X, donc ils vont perdre de l'énergie sous forme d'émission de photons X, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. Souvent dans les articles, on trouve Bremsstrahlung parce que c'est le terme allemand. Et l'émissivité en rayons X, elle est proportionnelle à la densité du gaz au carré et à la température du gaz puissance moins 1,5. Donc vous voyez, c'est surtout la densité qui va dominer dans l'émissivité, donc la quantité d'énergie émise par ce gaz. Et donc à partir des spectres en rayons X, comme celui que je viens de vous montrer, on va pouvoir déterminer la température et la densité du gaz. Et si on arrive à avoir des spectres dans différentes régions d'un amas, eh bien on va pouvoir mesurer la variation de ces quantités en fonction de la distance au centre de l'amas, et donc on va pouvoir mesurer l'abondance en éléments lourds. Et ces éléments lourds, ils sont intéressants à beaucoup de titres. En particulier, bien sûr, l'origine de ces éléments lourds, ce sont les étoiles, puisque c'est dans les étoiles, et en particulier dans les étoiles relativement massives, que se forment les éléments lourds, et donc le fer, dont on voit l'arrêt à 6,7 keV. Et donc, ces éléments lourds, ils vont nous permettre de comprendre comment le milieu interamas a été enrichi. Le milieu interamas, c'est le gaz chaud entre les galaxies. Comment ce milieu a été enrichi en éléments lourds, justement parce que dans les étoiles, il s'est créé des éléments lourds, du fer. Lorsque les étoiles en fin de vie ont explosé en supernovae, elles ont rejeté ce fer dans le milieu ambiant, et donc le gaz interamas, le gaz chaud, est riche en fer à cause de ce processus. Donc on va pouvoir estimer la masse de gaz X cette fois à partir de la densité du gaz, simplement parce qu'on a vu que donc, la densité, l'émissivité, elle a cette allure-là. Donc la masse de gaz, ça va être simplement, à partir de l'émissivité, on va pouvoir estimer en gros la densité, c'est-à-dire le nombre de particules. Le nombre de particules, on va pouvoir le transformer en une densité, simplement en utilisant une sorte de masse moyenne d'une particule. Et donc ça va nous donner la masse du gaz, donc du gaz très chaud, en fonction du rayon. Et ensuite, par intégration, on va pouvoir calculer la masse totale de gaz. Donc la masse de gaz, je vais dire simplement, parce que si je commence à dire masse totale de gaz, on va... voilà. Et la masse de gaz, elle est typiquement entre quelques 10 puissance 13 et 10 puissance 14 masse solaire. Donc elle est typiquement environ 10 fois la masse stellaire. Donc vous voyez, déjà sous forme de gaz X, vous avez 10 fois plus de masse que sous forme d'étoile. Donc Zwicky, il trouvait un facteur 100 entre la masse totale déduite du théorème du viriel et la masse stellaire. S'il avait su que les amas émettaient en rayons X, mais ça on ne l'a su qu'à la fin des années 60, eh bien il aurait seulement trouvé un facteur 10. Mais il y avait encore quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il manquait encore de la masse. Alors, à partir de l'émission X, on va pouvoir aussi avoir une estimation de la masse totale ou masse dynamique. Alors, pour ça, on est obligé de faire une hypothèse dont on va voir par la suite qu'elle n'est pas forcément toujours justifiée, mais sinon, on ne sait pas faire autrement. On va supposer que le gaz, donc ce gaz chaud, est en équilibre hydrostatique avec l'ensemble de la matière de l'amas. Et à ce moment-là, on va pouvoir calculer la masse dynamique en fonction du rayon. Donc, quelques équations, si vous ne les aimez pas, fermez les yeux, ça ne va pas durer longtemps, mais c'est pour les amateurs d'équations. On va écrire simplement l'équation d'Euler, donc la relation entre le potentiel gravitationnel phi et la pression du gaz et la densité du gaz ρ.
si on suppose qu'on a une symétrie sphérique, ce qui n'est pas forcément le cas non plus, on va pouvoir écrire cette équation sous cette forme-là. Ensuite, en supposant que le gaz obéit à la loi des gaz parfaits, ce qui est encore une hypothèse. Alors, comme le gaz est très très peu dense, on peut penser que, bon, c'est peut-être pas complètement faux, mais sinon c'est pareil, on ne sait pas très bien comment faire. On va donc pouvoir écrire la relation des gaz parfaits, et puis bon, après on fait un peu d'algèbre, et finalement on arrive à la masse totale, donc la masse dynamique en fonction du rayon, qui s'exprime donc en fonction du rayon petit r, donc du rayon, c'est-à-dire la distance au centre de l'amas, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà, de la température T de R en fonction du rayon. Vous avez ici des constantes, et puis vous avez trois termes, donc la variation de la densité en fonction du rayon, la variation de la température en fonction du rayon, et puis un terme ici qui est en fait un terme de pression non thermique qu'on a négligé pendant très longtemps. Et puis il y a eu des travaux de mon amie Tatiana Lagana qui a montré que en fait, ce n'était pas négligeable. Ici, vous avez pour 5 amas, vous voyez, en rouge, vous avez ici la masse si on néglige le terme non thermique. Et en vert, là-haut, vous avez la masse totale de l'amas, donc en fonction du rayon, si on prend en compte ces termes non thermiques. Et vous voyez que la différence entre les deux, elle est en bleu ici, elle devient de plus en plus grande au fur et à mesure que le rayon augmente. Et ça donne, au bout du compte, pour certains amas en particulier, celui-ci et puis celui-ci, des variations qui sont loin d'être négligeables. Donc, normalement, il faut tenir compte de ce terme-là aussi. Et donc, par intégration maintenant sur le rayon, on va obtenir la masse totale. Et la masse totale d'un amas, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est quelque chose entre quelques 10 puissance 14 et 10 puissance 15, 2 10 puissance 15 masse solaire. Donc, finalement, on a un facteur, disons, de quelques unités entre la masse stellaire et la masse de gaz, et puis on a, en gros, la masse totale, elle est entre 5 et 7, 8 fois la masse gaz plus étoile. Alors, on peut regarder comment se distribue le gaz X par rapport à la matière noire en traçant les profils grâce aux équations que j'ai montrées tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, vous avez la masse de gaz intégrée cette fois-ci donc en fonction du rayon. Et puis ici, vous avez la masse dynamique en fonction du rayon. Vous voyez que ce sont deux courbes qui ne sont pas parallèles et qu'il y en a une qui est plus pentue que l'autre. Et si sur la courbe de droite, on trace la masse de gaz divisée par la masse dynamique, cette fois, toujours en fonction du rayon, vous voyez que vous avez une courbe qui augmente. Donc en fait, la contribution de la matière noire est plus grande au centre des amas qu'à l'extérieur des amas. Et ça, c'est le contraire de ce qu'on voit dans les galaxies. Dans les galaxies, Françoise vous a parlé de courbes de rotation et de halos de matière noire autour des galaxies spirales en particulier. Dans les amas, on trouve sur une plus forte concentration de matière noire dans les régions centrales des amas que dans les régions périphériques. Alors, la masse, donc ça c'est ce que je vous résumais en gros la masse sur les masses stellaires, masse de gaz et masse dynamique. Il se trouve qu'à peu près à un facteur 2 près, les masses totales déduites des lentilles gravitationnelles et les masses totales déduites des rayons X sont à peu près égales, donc à un facteur 2 près. Donc, bon, c'est pas trop mal, mais il y a des gros problèmes, en particulier pour les amas qui présentent des sous-structures. Alors, on peut aussi étudier la fraction de baryon, c'est-à-dire la quantité masse sous forme d'étoile divisée par masse totale. Donc ici, c'est un travail qui a été fait pour les étoiles, donc pour la masse stellaire. Ici, en bleu foncé, vous avez les groupes qui ont une faible masse, ce n'est pas très lisible, mais ici, à gauche, vous avez... pas encore. À gauche, vous avez les groupes,
ici, jusque par là, et puis à droite, vous avez les amas, donc, qui ont une plus grande masse. Donc vous voyez que pour les étoiles, la masse stellaire des amas, la fraction de baryons sous forme d'étoiles pour les groupes ici est plus grande que pour les amas. Pour le gaz X, qui est représenté en rose, c'est le contraire, c'est-à-dire que la fraction de baryons pour les groupes ici est plus faible que pour les amas. Et puis en noir, vous avez la fraction de baryons totale qui doit être inférieure à la valeur ici déterminée par le satellite WMAP en cosmologie. Donc vous voyez, ce diagramme permet de montrer que les groupes ne sont pas simplement des petits amas, puisque si les groupes et les amas c'était exactement la même chose avec juste une relation d'échelle, eh bien on devrait avoir ici une droite horizontale pour la masse stellaire en bleu, et puis une droite horizontale pour la masse de gaz en rose. Et on a une droite qui augmente ici pour le rose, pour le gaz, et une droite qui descend pour la masse stellaire. Donc ça veut dire qu'en fait, la fraction de baryons contenue dans les groupes n'est pas la même que dans les amas, et elle n'est pas la même si on considère les étoiles et si on considère le gaz. Alors il y a quand même quelques mais, on va finir sur les mais. D'une part, il y a de la masse qui est contenue dans des sous-structures d'amas. Et donc, j'ai pris l'exemple des amas d'Aft-Fada. Nous avons trouvé sur un échantillon assez important d'amas que le rapport entre la masse contenue dans les sous-structures et la masse totale de l'amas était constant avec le redshift entre z égale 0,4 et z égale 0,9. Donc ça veut dire que malgré tout, les amas étudiés, ils se sont formés avant z égale 0,9. Et ça correspond aux idées qu'on a maintenant, des amas qui se forment plutôt entre z égale 1 et z égale 2. Ça, c'est un exemple d'un amas, un des amas les plus lointains du relevé d'Aft-Fada, qui est à un redshift de 0,8. Vous voyez, ça c'est l'image en X, donc l'image XMM. Vous voyez, oui, ça ne crève pas les yeux, hein, parce qu'en rayons X, malheureusement, chaque photon compte, et on n'en a pas énormément. Mais on a quand même réussi à faire un modèle à symétrie sphérique qu'on a soustrait à l'émission X, et on trouve quelque chose ici. Donc là, c'est la même chose, mais on a soustrait un modèle, et on a fait un zoom dans l'image du milieu, ici. Et on trouve ici une structure supplémentaire. Alors, on ne s'occupe pas de la petite structure qui est en bas, là, parce que celle-là, elle a été identifiée avec un noyau actif, donc, qui n'a rien à voir avec l'amas. Mais ici, ça veut dire qu'on a une sous-structure. Et si on regarde maintenant l'histogramme des redshifts, alors cet amas est un amas pour lequel on a 326 redshifts mesurés spectroscopiquement qui sont plus ou moins au redshift de l'amas. Et on trouve effectivement qu'il y a deux structures. Alors, ce n'est pas toujours facile d'identifier une sous-structure avec une structure dans l'espace des vitesses, mais on y arrive quelquefois. Et en rayons X, c'est la même chose. Les amas présentent très souvent des sous-structures qui sont gênantes pour déterminer la masse. Là, j'ai pris simplement deux exemples. Ici, c'est l'amas de Persée qui a été observé pendant 1 million de secondes. L'unité, c'est la seconde, bizarrement, pour les satellites en rayons X. Quand on demande quelques dizaines de milliers de secondes et qu'on les obtient, on est déjà bien heureux. Eux, ils ont cumulé 1 million de secondes. Donc, ils arrivent à avoir, dans la région centrale de l'amas de Persée, des détails très, très fins. Et dans l'amas 1367, alors ça c'est à plus grande échelle, c'est un amas en fusion, et vous voyez aussi qu'il y a des sous-structures et que donc l'amas est loin d'être parfaitement ce qu'on appelle relaxé, c'est-à-dire en équilibre. Ça c'est un autre exemple d'un amas dont la carte, simplement l'image en X semble parfaitement lisse et on se dit, là, l'hypothèse d'équilibre hydrostatique, elle marche à tous les coups. Oui, mais si on regarde la carte de température, donc c'est à ça que je faisais allusion quand je disais qu'avec XMM, on pouvait faire des cartes de température, c'est-à-dire que dans chaque petit pixel, on a extrait un spectre, on l'a ajusté le mieux possible pour en tirer la température et la densité, et la métallicité, pardon.
la densité aussi, mais bon. Et donc, vous voyez, on a une carte de température qui est loin d'être homogène, une carte de métallicité qui est loin d'être homogène aussi. Donc, même dans un cas où l'émissivité est bien lisse, eh bien, ce n'est pas toujours évident d'arriver à déterminer une masse. On a souvent des fusions d'amas aussi, carrément. Alors, ça, c'est un exemple particulièrement pathologique d'un amas où on a en fait deux sous-amas ici, un amas qui a traversé celui-là, et on a des structures radio qui sont montrées ici en jaune et ici en bleu, on voit à peu près. L'émission X est tracée ici en contour rouge sur une image optique, et ici c'est l'image X qui est représentée comme ça, et pour un amas comme ça, aller parler d'équilibre hydrostatique, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors il y a des gens qui font des simulations numériques de fusion d'amas, et ça donne des résultats assez intéressants. Vous voyez, vous avez l'observation de l'émissivité, toujours pour Abel 3376, et de la carte de température. Et ici, vous avez le résultat de la simulation numérique. Vous voyez, c'est quand même assez ressemblant. Donc ça nous permet d'obtenir des paramètres de la fusion d'amas. Ça, c'est un autre exemple aussi, Abel 85, qui, quand on a obtenu la carte de température, on a trouvé toutes ces régions ici très chaudes. On ne comprenait absolument pas pourquoi. On avait revérifié les calculs, on n'arrivait pas à trouver d'erreur. Et puis, on est tombé sur un article qui n'était pas du tout destiné à expliquer Abel 85, mais où il y avait une fusion d'amas et où il y avait aussi des régions plus chaudes que d'autres, et ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait vu. Donc finalement, là je passe, c'est juste le résultat des simulations numériques. Ça nous a permis d'expliquer que, en fait, il y avait eu une première fusion qui expliquait ces régions-là plus chaudes, et qu'il y avait actuellement une deuxième fusion avec une chute de groupe ici, qui sont encore en train de tomber sur la masse, qui explique cette région ici plus chaude. Voilà, donc les fusions d'amas peuvent avoir des effets différents, à la fois sur le gaz X, puisque le gaz X va être comprimé, donc la densité augmente, donc l'émissivité X augmente. Il peut y avoir aussi un effet sur le contenu des galaxies, parce que le taux de formation d'étoiles peut augmenter du fait que le gaz des galaxies, alors ce n'est plus du tout le gaz chaud dont j'ai parlé pendant toute l'heure, ce gaz peut aussi être comprimé et former davantage d'étoiles, mais il peut aussi arriver que le gaz soit arraché aux galaxies, et à ce moment-là, au contraire, la formation d'étoiles va diminuer. Alors il y a un cas qui est très célèbre maintenant, c'est l'amas du boulet, où d'une part vous avez l'image ici, l'image en couleur, c'est l'image en X. Donc l'émission X nous montre très bien un amas ici et un deuxième amas en plus avec, vous voyez ici le profil parfaitement, on voit très bien qu'il est en train de se déplacer vers la droite. Et puis les contours obtenus par effet de lentille gravitationnelle faible, donc les contours verts, qui montrent parfaitement la présence de deux amas, et la matière noire et le gaz sont distribués de façon séparée dans l'espace. Alors tout récemment, il y a un autre exemple qui a été mis en évidence, c'est le groupe du boulet. Donc c'est un groupe cette fois, non plus un amas. Alors c'est un groupe où en plus on voit des arcs gravitationnels, et on a pu calculer, c'est pas moi du tout, hein, c'est Gastaldello et compagnie, on a pu calculer la distribution de matière noire ici en blanc. On a pu calculer l'émissivité du gaz chaud qui émet en X, ce sont les contours turquoise, et ils ont superposé tout ça aux données optiques, et donc c'est un deuxième cas de dissociation du gaz X et de la matière noire. Donc si on compare les masses d'amas obtenues par différentes méthodes, finalement, vous voyez que les courbes ont en gros la même forme, mais suivant que vous calculez par l'effet de lentille en vert, en bleu ou en vert, par rayons X en rose ou par d'autres méthodes, vous voyez que vous avez quand même des différences qui peuvent être assez notables. Donc pour faire de la cosmologie, comme je vous le disais au début avec les amas,
eh bien, on peut contraindre les paramètres cosmologiques avec les amas. J'ai oublié de mettre la référence. Ici, c'est une figure qui a été tirée d'un article de Viklinine 2009, je crois. Et la contrainte due aux amas, c'est cette ellipse rose. Ici, vous avez le paramètre oméga qui caractérise, disons, la matière noire et le paramètre W qui caractérise l'énergie noire. Et donc, le comptage d'amas permet de tracer une ellipse et l'intersection de plusieurs ellipses va donner les paramètres les plus vraisemblables, les plus probables. Donc, dans ce cadre-là, nous avons recherché de manière systématique des amas dans le Canada-France-Hawaii Legacy Survey. Donc, c'est un très grand relevé qui a pris un certain nombre d'années, qui a été fait au télescope d'Hawaï, Canada-France-Hawaï, et aussi dans la région qui s'appelle Stripe 82, dans le Sloan, donc le relevé Sloan. Et nous avons trouvé des milliers de candidats amas, dont plusieurs dizaines à Z supérieur à 1. Donc maintenant, il reste à confirmer que ce sont bien des amas à Z égale 1. On en a confirmé 2, dont un à Z égale 0,7, là, il n'y a pas longtemps. Mais voilà, pour en confirmer plusieurs milliers, il faudrait avoir un télescope de 4 à 8 mètres dans son jardin et pouvoir ne faire que ça, et malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer le nombre d'amas détectés avec le nombre d'amas prédits. Donc ça, ce sont des courbes déjà assez anciennes de Romer et al. Qui avaient calculé le nombre d'amas qu'on devrait observer dans une région du ciel de 800 degrés carrés, c'est simplement parce que c'était fait pour un projet qui allait couvrir 800 degrés carrés, le nombre d'amas, le nombre cumulé d'amas, donc, en fonction du redshift. Et donc, les petits carrés, ce sont les petits carrés qui correspondent au nombre d'amas que nous avons détectés en fonction du redshift jusqu'à Z égale 1 dans les 4 champs W1 à W4 du CFHT-LS. Et donc, ça correspond assez bien. Et donc, en guise de conclusion, parce qu'il y aurait beaucoup trop de conclusions, je dirais simplement pour cette partie-là que les amas donc, semblent s'être formés effectivement entre Z égale 2 et Z égale 1. Ce sont des objets intéressants à utiliser en cosmologie. Et le satellite Planck, dont je n'ai pas du tout parlé, en a découvert un très grand nombre. Et puis le satellite Euclide, qui est prévu en 2020, en découvrira encore bien plus. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler des amas de galaxies. Il y a juste une chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais dont Luc Blanchet vous parlera la semaine prochaine, c'est les amas de galaxies et mondes, la gravité modifiée, parce que en fait, nous avons montré il y a plus de 20 ans que même si on applique la gravité modifiée aux amas de galaxies, on a quand même encore besoin de matière noire. Donc pour l'instant, on s'en tient au modèle standard. Voilà, et je vous laisse avec quelques remerciements à toutes les personnes qui ont permis que tous ces travaux se fassent. Merci.